Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en pédiatrie. On va aborder les pathologies hémorragiques. On va voir le syndrome hémorragique avec son diagnostic et les examens d'orientation et quelques étiologies. C'est le cours de Dr Karim Liss. Vous allez trouver tout le support de tous les cours utilisés dans ces vidéos dans la description. Je vous invite toujours, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de j'aime, un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre d'étudiants le plus tôt possible. Donc, commençons toujours premièrement par une définition. Donc, c'est quoi un syndrome hémorragique chez un enfant? Donc, un syndrome hémorragique, il est caractérisé par des saignements. Ces saignements peuvent être, notez bien, extériorisés ou non, peuvent être spontanés ou provoqués. Donc, tout ça, ce sont des critères à retenir. Ne banalisez pas les définitions toujours et les notions de base sont à répétition dans un ou de plusieurs territoires. Ils sont liés à des troubles d'hémostase qui peuvent être congénitales ou acquises et on va les aborder avec détail dans notre cours. Donc, un syndrome hémorragique décrira des hémorragies qui peuvent être extériorisées ou non, spontanées ou provoquées, localisées ou bien diffus dans certains ou bien plusieurs territoires liés à un trouble de l'hémostase. Ce trouble-là peut être congénital ou bien peut être acquise et on va voir quelques étiologies de chacun de ces pathologies-là. Donc, avant de entamer notre cours, on va faire un petit rappel sur l'hémostase. Donc, pour garder l'hémodynamique chez l'être humain dans un état physiologique, donc on a trois étapes de l'hémostase. Donc, l'hémostase, c'est l'ensemble de mécanismes qui a pour but de garder ou bien de maintenir une circulation du sang dans un système vasculaire afin d'empêcher les deux cas pathologiques. Empêcher premièrement l'hémorragie et n'oubliez pas, empêcher la thrombose et la formation des obstacles. N'oubliez pas le rôle de la fibrinolyse. Donc le sang doit être fluide. Il ne doit pas être trop fluide jusqu'à arriver aux hémorragies et il ne doit pas être visqueux jusqu'à arriver à un stade de formation d'un obstacle ou bien d'un caillou. Donc, il existe trois mécanismes qui vont garder l'homéostasie, donc qui sont, premièrement, l'hémostase primaire, qui va intervenir en cas de petites brèches. L'hémostase secondaire, donc son rôle est arrêter un saignement lorsque l'hémostase primaire est défaillant, donc une grande brèche. Et troisièmement, n'oublie pas toujours la fibrinolyse. Donc, toujours, on a du rétrocontrôle afin de garder l'homéostasie. Donc, hémostase primaire afin d'arrêter un petit saignement, une petite brèche. Un hémostase secondaire. Donc, lorsque le premier, il est défaillant et de la fibrinolyse. On va voir quelques notions physiologiques avant de voir la pathologie. Donc, commençons premièrement par l'hémostase primaire. Donc, on illustré à gauche, l'hémostase primaire, correspond à quoi? Ça, c'est à retenir à la formation d'un thrombus blanc ou bien d'un caillou ou bien d'un thrombus plaquettaire. Donc, il intervient en cas de petite brèche. Donc, ce sont les plaquettes seulement qui peuvent colmater cette petite brèche-là. Il passe par deux temps, un temps vasculaire. Donc, ça, c'est du rappel à la physiopathologie ou bien de la physiologie de l'hémostase. Aujourd'hui, on va aborder juste quelques notions. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le cours de l'hémostase pour mieux comprendre. Donc, un temps vasculaire, donc les vaisseaux vont intervenir. Ce sont les cellules endothéliales qui vont faire de la contraction donc, afin de diminuer le flux sanguin dans le territoire qui est lésé. Et c'est très nécessaire pour l'hémostase primaire. Donc, premier temps qui est un temps vasculaire. Et deuxièmement, le temps plaquettaire. Donc là, ce sont les plaquettes à l'aide des facteurs d'agrégation qui vont former un clou plaquettaire qui est suffisant pour, dans ce cas-là, dans une petite brèche, un clou plaquettaire, il est suffisant d'arrêter le saignement. Donc, je répète, l'hémostase primaire, il va intervenir dans de petites brèches. C'est juste les plaquettes, c'est l'agrégation plaquettaire seule qui peut arrêter le saignement. Le saignement-là, il est de petite abondance. Et aussi, n'oublie pas le rôle de l'endothélium. Donc, c'est le temps vasculaire, une vasoconstriction, elle est nécessaire
afin que ces plaquettes-là vont faire le rôle. Donc, les plaquettes ne peuvent pas faire de l'agrégation dans un flux sanguin, dans un débit sanguin qui est élevé. Donc, on nécessite la diminution du flux sanguin dans le vaisseau. Donc, ça nécessite la vasoconstriction. Donc, le temps vasculaire en premier plan. Et deuxièmement, un temps plaquettaire afin de former le clou plaquettaire, le thrombus plaquettaire ou bien le thrombus dit blanc. Donc ça, premièrement, c'est de l'hémostase primaire. Ça, c'est sont leurs étapes. Donc, premièrement, on a une lésion vasculaire, je répète, qui est minime, une petite brèche. Premièrement, le rôle de l'endothélium, la vasoconstriction qui est nécessaire pour diminuer le flux sanguin dans le vaisseau qui est atteint, ça c'est en premier lieu. Et deuxièmement, pour donner l'opportunité aux plaquettes pour faire leur agrégation. Deuxièmement, l'adhésion plaquettaire, qui est illustrée à gauche là, et on note là l'activation plaquettaire. Donc, et dernièrement, l'agrégation plaquettaire et formation d'un clou plaquettaire. Et là, on implique de multiples facteurs et de récepteurs, comme le facteur de von Willebrand et les récepteurs plaquettaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le cours de physiologie ou bien de la physiopathologie de l'hémostase. Premièrement, l'hémostase primaire afin de colmater de petites brèches. Deuxièmement, on passera à l'hémostase secondaire. Donc là, il va intervenir dans des brèches qui sont plus grandes. Donc là, c'est pas la formation d'un caillou plaquettaire, donc là, un caillou de sang vrai qui va être formé. Donc l'hémostase secondaire, il correspond, notez bien, à une formation d'un caillou sanguin qui est composé par une substance qui est nécessaire, c'est de la fibrine. Donc le but de l'hémostase secondaire, c'est la formation de la fibrine. Cette fibrine-là, elle va former un filament solide qui va emprisonner les hématies, les plaquettes, et il va donner le caillou de sang là pour colmater une brèche qui est plus grande. Et cette coagulation-là, on appelle l'hémostase secondaire ou bien la coagulation, elle met en jeu une cascade de réactions enzymatiques. Il existe, si vous vous souvenez là, toujours de la physiologie ou la physiopathologie de l'hémostase, on a deux voies qui travaillent en continuité afin d'assurer la coagulation. On a premièrement la voie endogène ou bien la voie intrinsèque. Et la deuxième, qui est fréquemment utilisée, c'est la voie la plus répandue, c'est la voie exogène ou bien la voie extrinsèque. La première, elle est appelée la voie intrinsèque ou bien endogène. Pourquoi elle ne fait intervenir que des facteurs qui sont plasmatiques. Donc, ils vont être activés au-dessous de l'endothélium vasculaire. Donc, elle ne nécessite pas un facteur tissulaire. Par contre, les voies exogènes ou bien la voie extrinsèque, elles nécessitent d'abord le déclencheur de la voie exogène, c'est le facteur tissulaire qui est libéré à partir de la destruction des cellules endothéliales suite à une brèche. Et c'est la voie qui est utilisée préférablement. Donc, c'est la voie exogène qui assure le maximum, ou bien la totalité presque, la majorité de l'hémostase. Donc ces deux voies, ils vont être rejoints par l'activation d'une protéine. Donc c'est le facteur 10 ou bien le facteur de Stewart. Et là, on note l'existence de la voie commune, donc qui va donner, je répète, la formation de la fibrine, qui va renforcer le clou plaquettaire. Le but de la coagulation, c'est la formation de la fibrine. Et cette fibrine-là, elle va colmater une brèche qui est plus grande donc, que celle de l'hémostase primaire. En finale, plus de douzaines de protéines, ils vont être interagissent dans une cascade ordonnée d'activation. Et je répète, vous pouvez consulter le cours de l'hémostase toujours pour plus d'informations. Toujours, on passera de la physiologie vers de la pathologie pour mieux comprendre. Troisième étape, c'est la fibrinolyse. Et elle est nécessaire. Lorsqu'on dit hémostase, on parlera pas seulement d'hémorragie. On parlera aussi de la prévention de
thrombose. Donc là, le rôle de la fibrinolyse, c'est la dégradation. Donc elle suit l'hémostase secondaire. Donc ce clou vasculaire, ce caillot de sang, il doit être dégradé ou il va migrer et il va causer des problèmes dans la circulation systémique. Donc le rôle de la fibrinolyse, c'est la dégradation de la fibrine. Donc, cette fibrine-là, elle est insoluble. On dit que c'était un filament qui est très dur, qui emprisonne les hématies, qui emprisonne les plaquettes. Donc il doit être dégradé, il doit être séparé de ce vaisseau-là qui a été réparé. Et là, cette fibrinolyse, elle va intervenir une enzyme très puissante qui est appelée la plasmine. Donc pour l'hémostase, 3 étapes. Hémostase primaire, formation d'un caillou blanc, premièrement. Colmater une petite brèche, ça c'est de la physiologie. Si ça ne marche pas, on passera à l'hémostase secondaire. Donc, deux voies vont intervenir, extrinsèque ou intrinsèque. Chacune est déclenchée par une lésion, soit exogène ou endogène. Le but de cette hémostase, ou bien cette hémostase secondaire-là, c'est la formation d'un caillou sanguin. C'est la formation de la fibrine, qui est une étanchéité qui va permettre de colmater une brèche qui est plus grande. Donc l'hémostase primaire-là ne sert pas, donc, ou bien il est défaillant. Dernière étape, n'oublie pas toujours la fibrinolyse. Ce caillou de sang doit être dégradé, sinon on va passer à un thrombus, ou bien de pathologie, ou bien occlusion des artères. Donc là, on va impliquer la fibrinolyse qui va dégrader ce caillou de sang et elle va impliquer une enzyme très puissante. Là, on est en train de parler de la plasmine. Donc, après le rappel physiologique, mieux comprendre le déroulement de l'hémostase, là, on va passer à la pathologie et dans la conduite à tenir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire devant devant un syndrome hémorragique chez un enfant? Donc, premièrement, on va commencer toujours avec de l'anamnèse. Donc, premièrement, on va localiser la nature du saignement. Est-ce qu'il y a de une épistaxis? Est-ce qu'il y a de gingivorragie, des ecchymoses, de purpura ou bien des hématomes? Donc, chacun va nous orienter vers une pathologie, soit de l'hémostase primaire ou bien de l'hémostase secondaire, de la cascade de la coagulation. Est-ce qu'elle est de type digestive? Est-ce qu'on a des hémarthroses? Donc, tout ça va impliquer une pathologie de l'hémostase secondaire. On parlera de pathologie de coagulation. Faites attention, dans les hématomes ou bien les hémarthroses, là, c'est une pathologie de l'hémostase secondaire. Ce n'est pas une pathologie de l'hémostase primaire. Donc, c'est l'épistaxis, bien plutôt les gingivorragies, les ecchymoses et purpura qui vont impliquer la pathologie de l'hémostase primaire. Donc, je répète, l'hémostase primaire va colmater de petites brèches. Ça, ce qui explique ce que vous voyez à gauche, c'est des ecchymoses ou bien de la purpura. Mais en cas d'hémarthrose, hémorragie profonde, donc c'est de la coagulation là qui est atteinte. C'est une pathologie, je répète, de l'hémostase secondaire. Parfois, c'est des ménométrorragies chez la jeune fille. Toujours dans votre anamnèse, la répétition des saignements dans le même territoire peut évoquer une lésion locale. C'est le cas des marthroses. Tandis que l'apparition des territoires différents, donc c'est le cas de l'ecchymose ou bien de la purpura, ça va impliquer une maladie hémorragique. Donc une localisation, c'est une lésion, ou bien elle est disséminée, elle est diffuse comme le cas de purpura, ecchymose. Donc là, ils ont disséminé, ils vont impliquer une pathologie hémorragique, parfois comme la maladie de von Willebrand. Vous continuez toujours votre anamnèse. Les hémorragies cutanéo-muqueuses, je répète, vont orienter une anomalie de l'hémostase, surtout primaire. Un saignement profond, là, ça va vous orienter, c'est ce que j'étais en train de parler, va vous orienter vers un trouble de coagulation. Donc, je répète, une hémorragie cutanéo-muqueuse, gingivorragie, des ecchymoses, des purpura. Donc, ça va vous orienter à une pathologie de l'hémostase primaire. Par contre, un saignement profond, le cas là le plus fréquent, c'est le cas des hémarthroses. Ça va nous donner, ou bien ça va orienter à une pathologie de la coagulation. C'est le cas des hémophilies.
Aussi, dans l'anamnèse toujours, l'âge de début du signe d'hémorragie. Un âge précoce va s'orienter malheureusement à un déficit constitutionnel qui est grave. Donc des troubles de l'hémostase qui vont apparaître précocement vont nous orienter vers un déficit constitutionnel qui est plus grave. Par contre, si ces troubles-là de l'hémostase vont apparaître à un stade qui est tardif, ça va nous orienter à un trouble modéré de l'hémostase ou bien une pathologie acquise. C'est le cas de thrombopénie. Donc, précoce, ça veut dire constitutionnel, c'est primaire. Malheureusement, là, c'est l'atteinte, elle est grave. Si ça apparaît à un âge tardif, donc là, elle est acquise, on parlera de pathologie qui est généralement curable. Toujours dans l'anamnèse, l'existence des antécédents familiaux et la notion de consanguinité. Là, on va impliquer l'hémophilie. Donc toujours, je répète, en cas de consanguinité, donc les inconvénients, là, c'est que des critères qui sont récessifs vont être apparents. Donc là, des gènes qui sont récessifs en cas de consanguinité, on va passer à génotype vers le phénotype. Et là, on va noter l'apparition des pathologies qui sont récessives malheureusement. C'est le cas des hémophilies dans ces deux formes A et B. Donc, ça va nous orienter vers une anomalie constitutionnelle de l'hémostase. Malheureusement, je répète, comme l'hémophilie. Et là, on a toujours devant, comme dans toute pathologie qui est génétique, l'arbre généalogique là, qui va être constitué, qui va être construit afin d'identifier le mode de transmission autosomique. Soit il est dominant, soit il est récessif, ou bien il est lié au sexe selon le type de la pathologie. Aussi le mode d'apparition. Est-ce que ce saignement-là, il est spontané, ou bien il est déclenché par des traumatismes qui sont minimes ou bien brutaux? Donc, geste invasif, choc, un point de ponction intraveineux ou intramusculaire, une avulsion dentaire, un geste chirurgical, une endoscopie ou un accouchement. Donc, tout ça, c'est le mode d'apparition de ce saignement-là. Et aussi, rechercher le contexte thérapeutique. Donc, c'est le cas de l'aspirine. Faites attention, la prise médicamenteuse, l'aspirine. Donc, ça va donner des troubles de l'hémostase primaire selon la dose. Donc, ça, c'est de la pharmacologie. La notion aussi des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, qui sont contre-indiqués en cas d'ulcère. Toujours, c'est de la pharmacologie. Et les antivitamines K et l'héparine. Donc, tout ça, ce sont des médicaments néfastes selon l'hémostase. Ils peuvent causer des hémorragies. Donc, toujours dans votre anamnèse, recherchez tout une enquête policière afin de préciser, orienter de quelle pathologie s'agit-il. Est-ce que c'est l'hémostase primaire qui est atteinte? Est-ce que c'est la coagulation? Est-ce qu'elle est liée? Est-ce qu'on est devant une maladie génétique? Est-ce qu'elle est de transmission récessive? Est-ce qu'elle est de transmission dominante? Est-ce qu'elle est liée à l'X? Tout ça, c'est à préciser dans l'anamnèse. Donc, c'est l'étape la plus importante devant un syndrome hémorragique. Aussi, rechercher l'association à d'autres affections organiques, donc en cas d'hémopathie, une insuffisance hépatique, donc les facteurs de coagulation ils sont synthétisés par le foie, ou une insuffisance rénale. Donc tout ça, ce sont des hémopathies, des pathologies associées à un trouble de l'hémostase ou bien un syndrome hémorragique. Le caractère récidivant, et bien sûr, vous devez connaître les résultats et les examens biologiques antérieurs si vous êtes un patient déjà on est avec un trouble hémorragique. Donc, c'est l'hémogramme et le bilan d'hémostase. Donc, tout ça, vous allez rechercher, vous allez prendre en considération concernant l'évolutivité de la pathologie. Donc, premièrement, une anamnèse, recherchez tous les critères que vous pouvez déceler de votre patient. Deuxièmement, on passera à l'examen clinique. L'examen clinique va nous permettre d'évaluer l'intensité de ce syndrome hémorragique. Il va nous orienter vers l'exploration biologique qui est nécessaire, soit un temps de saignement, un temps de quick, un temps de céphaline activé. Donc, toujours, c'est la physiopathologie de l'hémostase. Aussi, devant des ecchymoses, des pétichés ou bien du purpura, rechercher les signes de gravité qui est la bulle
hémorragique endobuccale, c'est un signe de gravité devant une purpura. Recherchez l'hématome, ça va vous orienter d'une pathologie de la coagulation. Aussi, comprendre l'examen des conjonctives et les muqueuses. Les gencives font partie de votre territoire d'examination. C'est pas juste le territoire cutané, c'est le territoire cutaneo-muqueux. Il est aussi intéressé par les pathologies de l'hémostase. Recherchez aussi des déformations articulaires qui vont donner, bien qui sont en faveur des antécédents d'une hémarthrose. Recherchez ici aussi une hépatosplénomégalie, la présence des adénopathies, donc c'est la notion de malignité. Donc on va penser dans ce cas-là des leucémies, surtout chez l'enfant. La nature du saignement peut orienter le diagnostic. Donc devant des antécédents d'hémarthrose, donc ils sont très spécifiques à un trouble sévère de la, je répète, de la coagulation. Donc des hémarthroses, donc retenez ça d'après ce cours, des hémarthroses qui sont en faveur d'un trouble, je répète, de coagulation. Un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, comme la purpura qui est illustrée là, donc il est en faveur d'une anomalie de l'hémostase primaire. Donc c'est une compétence primordiale que vous êtes censé de retenir. Là, on voit la purpura péticiale, qui sont des extravasations de sang. Donc ça, c'est de la sémiologie. Ils sont enclavés dans le tissu sous-cutané et ils vont pas être effacés à la vitropression. Donc purpura, elle s'effacera pas à la vitropression. Ça, c'est de la sémiologie. Donc ce sont des petites taches purpuriques qui sont un aspect punctiforme de 4 ou à 5 mm de diamètre. Donc ça, c'est le premier signe, ou bien le premier aspect, c'est le cas d'une purpura péticiale, et ça va nous orienter, je répète, vers une pathologie de l'hémostase primaire. Là, le deuxième aspect, c'est la purpura dans sa forme échymotique. Donc ça, c'est du purpura péticial. Faites attention, vous devez différencier entre ces deux aspects. Ça, c'est péticial. Donc, c'est des petites taches punctiformes rouges. Et là, c'est la purpura dans sa forme échymotique. Là, c'est pas des points, c'est une nappe hémorragique plane. Elle est non collectée et elle a un contour souvent qui est mal limité, qui est illustré là. Donc, là, c'est du purpura péticial. Ça, c'est du purpura échymotique. Donc, toujours dans le trouble de l'hémostase primaire. Et là, c'est de l'hémarthrose. Et ça, il est en faveur d'une pathologie, je répète, de la coagulation de l'hémostase dans sa forme secondaire. Donc, devant une purpura échymotique ou bien péticiale, pathologie de l'hémostase primaire, c'est le but de cette première partie. Devant des hémarthroses, ça, c'est en faveur d'une pathologie de la coagulation, surtout en cas de d'hémophilie A ou bien de l'hémophilie B. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Il faut mieux connaître la physiologie de l'hémostase afin de savoir quel enchaînement, quelle étape de l'hémostase elle est atteinte là. Est-ce que soit de l'hémostase primaire, soit de l'hémostase secondaire. Et on va aborder dans la suite de ce cours les étiologies et le diagnostic d'orientation de chaque pathologie. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.